C'est une pratique culturelle afro-brésilienne qui relève à la fois du combat et de la danse et peut être considérée comme une tradition, un sport et même une forme d'art. Ce midi, nous parlons de la capoeira dans art déco. Notre référence du jour, c'est une femme qui évolue dans le milieu de l'agroalimentaire. Et Echo nous apprend à mieux connaître un autre mot ce midi. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver par ici sur le rendez-vous de midi. On s'installe avec ce titre du groupe Baladi Kwata, Travailler. Bonsoir à toutes les villes, bonsoir à tout le village. Il fait beau temps dans la région de l'Adamawa et particulièrement dans la ville de Ngaoundéré. Je suis Ibrahim Khalif, l'animateur qui vient de là-bas pour After Work. Après leur succès continental avec le titre Dulde, Baladi Kwata nous revient avec un tube pour tous ceux qui se battent au quotidien. Mesdames, messieurs, voici le titre Travailler. Bienvenue à tous. Monsieur Mousse, on te fait. Travailler, payer de la paix, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Non, 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 ne néglige pas ton gagne-pain. Travailler, payer de la paix, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Non, 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 ne néglige pas ton gagne-pain. Bandiko, Sobajo, Kidugo Ua, Buranan en Mirari na Fata, Saro en men, the Tamini men, Mido Andi Dum Hoyay, Mido Andi Dum Nasati, Tatalatin Mere en, Kiden en Hua. Que Dieu bénisse le travail et la main des travailleurs. Ah, la vie c'est pour les batailleurs, ceux qui s'écoulent au dehors pour trouver un autre terme. Mon frère, faut être cascadé, on ne dort pas tant qu'il n'y a pas le milliard. Va pas afficher les risques, comme mon nom au babia. C'est de ça qu'il s'agit. Mon copain, il n'a pas easy, faut travailler. Tu veux le succès, faut batailler. C'est le travail qui paye pas le temps de s'amuser. La nuit comme le jour, moi je ne donne pas la facilité. Et moi, là, ça ne donne pas. C'est easy, easy. Et du ça va finir. Je le seul qui décide. One day, t'as quoi à sonner. Payer de la paix, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Non, 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 ne néglige pas ton gagne-pain. Travailler, payer de la paix, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Non, 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 ne néglige pas ton gagne-pain. Le travail c'est le remède de la pauvreté. Mon ami, faut travailler honnêtement si tu veux bien arriver. Je dois travailler pour m'en sortir, batailler même dans le pire. Je dois pas lâcher, faut bien mériter. Pas de temps gaspillé, laisse pas la paresse t'aspirer. Rien ne sert de traîner dans les rues, le moral éparpillé. Travailler c'est bien, faut pas le nier. Quitte à nous de faire le bon choix, oui, au lieu de vaciller. Faut bosser pour générer des fonds, vas-y multiplier les efforts. Tout dépend de toi, même si tu dois transpirer. Rien de plus bénéfique dans le fond, évidemment pas pour le fond au quotidien. Et nous sommes travailler, batailler, pour que maman ne manque de rien. Toute ma famille compte sur moi, je dois bosser pour être le soutien. Julia, loyer diam, mi faut time, mi wada be aibe. Google, bottom, hard and army, Johnny Mele. C'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Non, 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 ne néglige pas ton gagne-pain. Travailler, payer de la paix, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Non, 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 ne néglige pas ton gagne-pain. Travailler du groupe Baladi Kwata, une transition qui nous permet par ici de souhaiter une bonne fête du travail à chacun de nous, mais surtout à vous, chers amis téléspectateurs. Il est temps à présent de recevoir et d'installer Ariane Da Silva et son invité dans Référence.
Ariane Da Silva, bonjour. Rebecca, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour et bonne fête du travail. Merci, tu vas devancer là, je voulais te le souhaiter. Bonne fête du travail, Merci Ariane beaucoup. Da Silva. Je pense que la meilleure façon en fait de rendre hommage, si je peux m'exprimer ainsi au travail, c'est de travailler le jour de la fête du travail. Donc je pense que nous sommes les personnes qui rendons le plus hommage, voilà, oui, spécial, voilà. D'accord. Et on a aussi Lise Céciédé Aropossi. J'espère que j'ai bien prononcé tous les noms, les prénoms et le nom. Comment vous allez? Ça va, merci. Bonne fête, ça va très bien. Bonne fête du travail. Merci, vous êtes notre invité du jour, référence. On va en parler tout à l'heure avec Ariane Da Silva. Et on a un invité spécial, chers amis téléspectateurs, sur le plateau aujourd'hui, Nazif Achirou. Il est fonctionnaire d'État, il est béninois, mais il réside en Suède. Il est de passage donc dans son pays, on va le dire, et a voulu se rapprocher beaucoup plus de l'écran parce que de loin, il est un fidèle téléspectateur du rendez-vous de midi. C'est un honneur. Bonjour. Bonjour madame et merci de me recevoir. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Et les béninois de la Suède? Oui, ils se portent bien et ils se démènent à leur niveau et ils travaillent tous les jours pour pouvoir revenir au Bénin et investir au Bénin. D'accord, d'accord. Un plaisir de vous avoir quand même sur ce plateau. Vous allez rester avec nous 45 minutes. Merci. J'espère que vous êtes prêts. Oui, je suis prêt. D'accord. Alors, Ariane Da Silva, on parle aujourd'hui de l'agroalimentaire. J'ai envie de dire comme le mercredi dernier. Oui, je pense qu'on parle beaucoup d'agroalimentaire parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est un secteur, on va dire, plus accessible. Je n'en sais rien. Notre invité va développer tout ça tout à l'heure, mais on va commencer par mieux cerner son parcours. Alors, c'est une professionnelle du secteur de l'agroalimentaire. Elle est diplômée en biotechnologie des industries agroalimentaires. Elle dirige depuis 2015 son entreprise spécialisée dans la transformation de l'ananas en jus et cocktail. Elle est également qualifiée en audit interne. Bonjour Lise. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir pour moi. Alors, pourquoi l'entrepreneuriat? Moi, j'ai toujours été passionnée par l'agroalimentaire et raison de ma formation de base. Après cette formation de base, je me suis lancée directement. Bon, pas directement, j'ai d'abord voulu prendre un peu d'expérience en postulant à plusieurs postes, mais qui n'ont pas forcément abouti. Donc, au final, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et plus précisément dans l'agrobusiness. Mais avant 2015, avant de commencer par diriger votre entreprise, est-ce que vous avez déjà eu à travailler, à collaborer avec des gens? Non, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure par le fait d'avoir postulé à plusieurs offres d'emploi, mais qui n'ont pas abouti. Donc, du coup, je me suis dit, bon, tu t'es formé pour entreprendre. Donc, là, j'ai commencé l'entrepreneuriat comme ça. Je voulais prendre des expériences avant, mais je n'avais pas eu cette opportunité. Mais pour vous, est-ce que l'entrepreneuriat, c'était l'idéal? C'était le rêve que vous aviez? Oui, c'était un rêve depuis toujours. Comme je le disais tout à l'heure, j'étais passionnée par l'agroalimentaire. Et donc, je savais qu'à un moment donné, je devrais entreprendre. Je devrais avoir un truc parce que je veux mieux gérer mon temps. Et puis aussi avoir une autonomie financière. Et voilà, moi, je suis quelqu'un qui est très attaché à la famille et pouvoir me consacrer comme il le faut à ma famille. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus penché à l'entrepreneuriat. Voilà. En gros, vous vous sentez épanoui dans ce choix de vie professionnelle, c'est ça? Oui, très bien. Bien épanoui et voilà quoi. Alors, dans un environnement comme le Bénin, où on sait que l'agroalimentaire, oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent dans ce domaine-là, comment est-ce que vous arrivez à vous démarquer, à sortir du lot pour pouvoir développer votre entreprise? Déjà, nous, on se démarque par la qualité de ce qu'on fait et on y investit tout notre aide et on le fait par passion d'ailleurs. Donc, c'est le fait de le faire déjà parce que nous l'aimons, parce que nous aimons le faire. Et ça, déjà, se sent dans la qualité de ce qu'on offre. Donc, c'est ça qui nous permet de nous démarquer de tous les autres confrères. Voilà. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez?
Oui, les difficultés, ça n'en manque pas, c'est courant. Et bon, grâce à Dieu, on a le soutien de la famille, des proches et puis de ceux qui aiment ce que nous faisons. Donc, ça nous permet quand même, tant soit peu, de pouvoir les gérer facilement. Parlons de difficultés, justement. Vous pouvez nous donner quelques exemples de difficultés que vous rencontrez souvent? Je pourrais dire déjà, dans le milieu professionnel, déjà la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qui pose problème, qui n'est pas vraiment stable. Et en matière d'entrepreneuriat féminin, vous savez, quand tu as une entreprise et que tu dois passer à un niveau supérieur, il te faut forcément un financement. Et bon, je dirais que c'est un vrai défi ici au Bénin, l'accès au financement pour les femmes et tout ça. Donc, voilà bien des difficultés. Hein. Bon, il y a plein d'autres difficultés aussi. Mais pourquoi, selon vous, la main-d'œuvre constitue un problème? Bon, déjà parce que moi, dans mon domaine de l'agro-business, on a besoin on utilise beaucoup plus les occasionnels. Okay. Et puis, c'est des personnes qui ne sont pas vraiment stables. Qui travaillent ponctuellement. Que peut-être tu formes et tu es habitué à ces personnes-là. Et puis, à un moment donné, tu te vois lâcher du coup à la dernière minute. Donc, voilà bien des choses. Et puis, il y a les jeunes qui ne sont pas vraiment qualifiés pour le poste aussi. Et que tu formes et que finalement, préfèrent aller ailleurs ou préfèrent aussi aller dans l'entrepreneuriat. Et vous voyez, peut-être la même chose la que même vous chose est devenu que voilà. Donc c'est un peu ce genre de cas. Mais comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Comment est-ce que vous arrivez à régler tout ça pour que ça n'ait pas d'impact en fait sur votre entreprise? Moi, la stratégie que j'ai utilisée finalement, c'est de les impliquer davantage dans la vie de l'entreprise, qu'ils se sentent vraiment impliqués et qu'ils fassent partie de la prise de décision par moment. Donc, quand c'est comme ça, il sent que la chose est pour lui, en fait. Donc, du coup, il doit protéger. Voilà. Alors, on va parler maintenant du secteur de l'agroalimentaire. Au début, on le disait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent dans ce secteur. Tantôt, vous avez des gens qui vous disent « Moi, je m'investis dans la production de jus de ci, je transforme tel produit en ceci, etc. etc. » Est-ce à dire que ce secteur-là est aussi facile? Je ne dirais pas que le secteur est facile, mais nous avons de la ressource au Bénin, nous avons de la matière première qu'il faut transformer. Et c'est vrai qu'il faut encourager ça, mais cela ne voudra pas dire qu'il faut le faire n'importe comment. Il faudrait qu'il y ait plus ou moins une certaine, une certaine qualité autour de la chose, une certaine attention autour de la chose. Donc, c'est vrai que les gens s'investissent beaucoup dedans. Moi, je pense qu'il y a de la ressource à transformer. Nous avons beaucoup de matières premières à transformer, l'ananas par exemple, et bien d'autres produits à transformer. Donc, moi, j'encourage et les jeunes à s'y investir. C'est vrai, vous, par exemple, vous avez étudié ça, vous maîtrisez, vous avez reçu une formation dedans, mais il y a beaucoup d'autres entrepreneurs qui ne sont pas formés dedans, mais qui décident du jour au lendemain de s'investir dans la transformation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vrai que ce n'est pas ce qui est vraiment souhaitable parce qu'il faut vraiment, on parle quand même de l'alimentaire, de ce qui va être consommé. Donc, pour pouvoir le faire, il faut quand même recevoir une formation dans le domaine pour pouvoir le faire. Donc, on observe quand même les gens qui le font, soit pas passion comme moi ou peut-être d'autres qui le font parce que ça n'a pas marché ailleurs. Et finalement, on se penche vers, on se dit c'est le plus accessible, l'agroalimentaire. Mais il ne faudrait pas que cela se passe comme ça. Donc, c'est généralement pas
pas passion comme ou ça on se donne réellement à l'œuvre, on fait comme si véritablement notre vie en dépendait. Alors on va permettre à monsieur Achirou de placer un mot. Le secteur de l'agroalimentaire, agrobusiness du côté de la Suède, comment est-ce que ça se passe? Et puis depuis là-bas vous avez également le regard au niveau de votre pays. Quel est votre point de vue? Oui, bon, merci beaucoup. J'ai bien écouté madame et je peux déjà noter quelques petits points. C'est-à-dire, bon, en Suède, c'est bien organisé et l'accès au financement est bien réglementé et c'est vraiment facile. Quand quand vous prenez des engagements, c'est que bon, vous n'avez pas de problème, de difficulté à avoir le truc. Mais ici, je vois que c'est un parcours de combattant et apparemment, les banques ne font pas confiance à ceux-là qui veulent investir, alors que c'est sur ça qu'on doit insister parce que ce sont ceux-là qui investissent, ces entrepreneurs qui vont investir, qui vont créer de l'emploi. Parce que l'État, à lui seul, mais ce rêve-là où tout le monde veut aller étudier, revenir, travailler à l'État, ce rêve-là, bon, c'est du passé. L'État ne pourra plus absorber. Donc, il faut aider les investisseurs, surtout les investisseurs locaux, parce que eux, ils sont là, il n'y aura pas d'évasion fiscale, ils vont réinvestir les sommes engrangées au Bénin, ils vont construire, ils vont nourrir leur famille, ils vont tout faire, alors que les investisseurs étrangers, ils investissent et là, mais la plus-value, il les ramène chez eux. Donc, je ne sais pas comment l'État peut faire pour vraiment créer l'atmosphère de confiance qui va faire que les banques vont faire de plus en plus confiance aux investisseurs et les aider et les accompagner. Et j'ai entendu madame parler de passion, c'est vrai, ça c'est une très bonne chose, mais on voit aussi beaucoup de gens qui s'y mettent, qui se forment sur le tas, alors que quand on parle d'alimentation, il faut une certaine hygiène et ça c'est très très important. Donc et la qualité aussi, l'hygiène et la qualité. Sinon les infections alimentaires et tout ça là c'est vite venu et là mais ça porte un coup à votre entreprise et même peut-être avec un peu de malchance à tout le secteur. Puisque le client, quand il ne voit pas ce qu'il veut et qu'il prend l'aliment dont il a besoin et il tombe malade, il ne veut plus revenir vous voir. Tout à fait. Merci, monsieur Achirou. Et parlons de l'engagement, donc de l'atmosphère de confiance que le gouvernement devrait instaurer. Je pense que ça se fait déjà, par exemple, à travers la GDIZ. Quand les Béninois, des entrepreneurs, merci, j'y arrive, décident de s'installer, par exemple, dans cette zone pour réellement donner de la visibilité à leur activité. Il y a déjà un dispositif de confiance qui est mis en place. Et forcément, si vous allez vers les banques et vous dites que vous venez de telle zone et que vous travaillez, forcément, la banque va vous faire confiance parce que la banque sait qu'avant de vous installer même dans la zone économique, forcément, il y a eu des préalables et tout. Et cela se fait également à travers la chambre de commerce et d'industrie du Bénin. On a aussi l'agence de développement des petites et moyennes entreprises également qui aident quand même, qui accompagnent les entrepreneurs, formation, tout ce que vous voulez. Vous allez en quête de financement qui vous accompagne, qui vous aide et tout. Il y a aussi la PIEX. Exactement. Voilà. Donc je pense que quand même petit à petit, il y a des choses qui se font, qui se mettent en place pour que les entrepreneurs soient plus épanouis dans ce qu'ils font et voilà, contribuer à développer leurs entreprises. C'est vrai qu'il y a des choses qui se font et tout. C'est vraiment encouragé parce qu'on voit, quoi qu'on dise, le Bénin est en train de faire son bonhomme de chemin. Forcément. Et les choses ont changé et on aimerait, on aspire toujours à une amélioration. On veut toujours aller de l'avant. Ça, c'est vrai, c'est une bonne aspiration et tout. Et il faut qu'on l'encourage, mais il faut aussi vulgariser. Parce que tout le monde n'est pas vraiment informé, ne sait pas, voilà. Et des fois, pour certains, ils veulent entreprendre, mais c'est un parcours de combattant et tout. Donc, il faut toujours améliorer les choses, rendre ça de plus en plus facile et surtout chercher à faire venir les Béninois qui sont à l'étranger à venir investir dans le pays. Le Bénin, c'est nous qui allons le construire. Personne d'autre ne viendra le construire à notre place. Donc, exactement. Et je pense que ça fait partie d'ailleurs des innovations quand on parle de la e-diaspora, justement. Je pense que ça doit faire partie des initiatives prévues par le gouvernement pour impliquer davantage la diaspora
diaspora dans tout ce qui se fait au Bénin. Ariane Da Silva, vous avez encore Oui, bien sûr. 3 minutes. Bon, il n'y a pas de souci. Alors, on parlait d'agenda tout à l'heure. Quand on est entrepreneur, on arrive à bien gérer son agenda, on est libre de ses mouvements, on fait ci, on fait ça. Mais est-ce qu'il ne vous arrive pas d'avoir des regrets, de vous dire, par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous traversez une période difficile, la production n'était peut-être pas bonne, vous n'avez pas écoulé vos produits, vous ne vous dites pas parfois pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans ce domaine-là, est-ce que je ne laisse pas tomber pour aller travailler pour quelqu'un? Ces moments ne manquent pas, ces moments ne manquent pas du tout et c'est le quotidien de l'entrepreneur d'ailleurs. Mais quand tu as un bon soutien, je pense que c'est facile de pouvoir gérer tout ça. Moi, je remercie mon mari qui me soutient beaucoup et ma famille également. Donc, quand tu arrives à ces moments et que tu as une épaule où tu peux, avec qui tu peux partager et tout ça, et puis on te remonte un peu, voilà, et puis ça continue, quoi. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on félicite de loin les conjoints de nos femmes entrepreneurs qui passent par ici. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages, mon mari qui m'accompagne, donc je pense que chapeau à ces hommes-là. Et même les conjointes des les conjointes également des hommes, oui, c'est vrai. C'est comme on le dit, derrière un homme, il y a une femme, c'est la même chose, derrière une bonne femme, il y a un homme derrière. Voilà. Si tu n'as pas le soutien de ton mari, je ne pense pas que tu puisses, en tant que femme entrepreneur, y arriver facilement. C'est pas évident. Alors, on sait également que vous êtes très active quand il s'agit de vie associative. Vous êtes dans des associations. Déjà, parlez-nous de cette expérience et qu'est-ce que cela apporte de plus à votre activité? Oui, je suis vraiment très active dans la vie associative. Je suis membre de plusieurs associations, parmi lesquelles une association de femmes entrepreneurs où nous travaillons à la durabilité de l'entrepreneuriat féminin et puis à la réduction des inégalités liées aux genres. C'est une association qui œuvre pour le transfert de compétences à travers des coachings, des mentorats, des programmes de mentorat pour les jeunes filles, qu'elles soient scolarisées ou non. Et c'est une très belle expérience parce que on vit beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses à travers ces activités que nous offrons, soit aux jeunes filles. Également, on forme les femmes aussi sur la conciliation de la vie entrepreneuriale et familiale. Et j'avoue que c'est très passionnant et on apprend beaucoup. On apprend beaucoup des autres femmes. À part le fait d'apprendre, qu'est-ce que ça vous apporte comme plus-value? Surtout par rapport au développement de votre entreprise. Bon, je dirais en premier la visibilité. La visibilité et puis le relationnel. Le relationnel pour permettre quand même à l'entreprise de croître, quoi. Alors, dans 10-20 ans, comment est-ce que vous vous voyez? Comment vous voyez votre entreprise? Est-ce que ça va être la plus grosse entreprise du Bénin qui fabrique du jus d'ananas? Ou est-ce que vous vous voyez peut-être hors des frontières du Bénin? Exporter. Comment est-ce que vous vous voyez? Bon, déjà, on est déjà hors des frontières du Bénin, par la grâce de Dieu. Et bon, on se voit dans 10 ans comme fait partie des géants de l'agro-industrie en Afrique. C'est noble. Pourquoi pas? Surtout que désormais, l'ananas du Bénin est exporté ailleurs. Oui, c'est un truc très distinctif. Je pense que c'est caractéristiques. Ça facilite beaucoup. Oui, ça facilite beaucoup les choses pour vous, entrepreneurs. Alors, pour finir très rapidement, Rebecca, quelles sont selon vous les clés pour réussir en entrepreneuriat? Pour réussir en entrepreneuriat, et permettez-moi en entrepreneuriat féminin, c'est important. Il faut être vraiment passionné par ce que l'on fait. Je tiens beaucoup à ça. Il faut également avoir le soutien de ses proches et il faut mettre une certaine rigueur. Voilà, merci. Il faut mettre une certaine rigueur. Il faut s'organiser. Donc, je pense qu'avec ces valeurs-là, on peut y arriver facilement, s'organiser, mettre de la rigueur et faire de la qualité. En agro-business, il faut faire de la qualité. Puisque quand tu fais de la qualité, forcément ton produit sera recherché. Tu seras recherché n'importe où tu es. Mais bon, comme le disait tout à l'heure le monsieur, quand tu fais un truc qui n'est pas bon, personne ne voudra encore reprendre ton produit. Donc voilà. Et tout ça, ça part de la rigueur que tu mets dans ton travail. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je vais juste placer un mot sur l'ananas. Vous savez, l'ananas du Bénin, c'est l'ananas de qualité. Par exemple, en Europe, et on voit de l'ananas qui vient de l'Amérique latine et tout. Vraiment, la qualité. Chaque fois que moi j'achète de l'ananas, j'ai du pincement au cœur. D'abord, il n'y a pas la qualité, c'est pas bien, le goût n'y est pas. Et l'ananas du Bénin,
je vous mets au défi, vous n'allez pas retrouver ça sur les marchés n'importe où en Europe, seulement dans les hôtels de gros standing. Voilà, c'est un ananas de qualité, c'est un ananas qui a un bon prisé, très prisé. Très prisé, très prisé. Sucré, alors que l'autre ananas qui n'a même pas de valeur, vous ne pouvez pas imaginer à combien on l'achète. Et chaque fois que je l'achète, je dis toujours ça aux collègues, mais cet ananas-là qui n'a même pas de goût, voilà le prix auquel je l'achète. Et quand je compare ça au prix du Bénin avec la qualité de l'ananas du Bénin, il n'y a pas du tout image. Donc on a vraiment, on a toujours du chemin, on a encore du chemin à faire au Bénin parce que... D'accord. L'agroalimentaire, un secteur plus accessible. On en discutait donc à l'instant avec notre référence du jour, Madame Aropossi. Du courage à vous et merci pour la présence. Ariane Da Silva, merci également à toi. On parle économie à présent, n'est-ce pas? Écho. Écho qui tarde à venir. Apparemment. Ben oui, la mésoéconomie. Ok, c'est vrai qu'il y a longtemps que je suis revenue avec des mots difficiles, mais bon, de temps en temps, il le faut. Ah, ok, d'accord. Pour mettre un peu de piment. En tout cas, tu es là pour nous expliquer le pourquoi du comment. Alors, la mésoéconomie, c'est la branche de l'économie qui se situe entre la macroéconomie et la microéconomie. Et si tu t'en souviens, Rebecca, on a déjà parlé de ces deux mots sur ce plateau. Et si tu veux un petit rappel, on a dit dans le temps que la macroéconomie a pour objet l'étude globale de l'économie à partir de grands agrégats comme la consommation, la production, l'emploi, l'investissement, l'inflation, le revenu, l'augmentation générale et durable des prix, le taux de chômage, etc. Donc, en gros, la macroéconomie voit plus grand. D'accord. Par contre, la microéconomie est la branche de l'économie qui analyse les phénomènes et les comportements économiques au niveau des agents individuels. Le consommateur, toi, par exemple, les ménages, les propriétaires de ressources ou entreprises. Mais on revient à la mésoéconomie qui est donc le niveau d'analyse intermédiaire entre la microéconomie et la macroéconomie. Donc, en fait, la mésoéconomie se retrouve au milieu. Des deux. Voilà. Alors, la mésoéconomie étudie les interactions économiques au sein de groupes spécifiques ou secteurs. Elle se focalise sur les structures organisationnelles, l'évolution des industries, les réseaux d'entreprises et les relations entre acteurs économiques. Les objets d'étude sont notamment les pôles de compétitivité et les filières industrielles. La mésoéconomie permet donc de comprendre comment ces entités contribuent à la performance globale d'une économie et comment leur dynamique influence le développement économique. La mésoéconomie, voilà. Au milieu. Moi, je retiens juste que c'est entre la macro et la microéconomie. Voilà. Chers téléspectateurs, merci de retenir ça aussi comme ça, tout simplement. Merci Ariane Da Silva pour ces précisions et ce petit moment d'apprentissage. On te retrouve avec d'autres thématiques la semaine prochaine. Mais en attendant, merci d'installer avec moi Jennifer Sachivi et son invité dans Art Déco. Jennifer Sachivi qui prend tout son temps pour s'installer et bien sûr je veux le lui accorder parce qu'aujourd'hui nous célébrons la fête donc du travail, le travail. Jennifer Sachivi, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour Ariane, bonjour Monsieur Nazif. Voilà. Bonjour. Pourquoi je dis bonjour? On l'a dit bonne fête du travail. Merci beaucoup, bonne fête de travail à toi aussi Rebecca. Merci. Alors ce midi nous sommes dans tu nous amènes à la découverte de la capoeira. J'ai bien prononcé? Exactement, capoeira. La capoeira. Bon, merci de bien prononcer. Merci. Ah oui. Merci. Tu comprends pourquoi on a compris. Voilà, les Brésiliens, les Afro-Brésiliens, s'il vous plaît. À la fin de ce plateau, elle me l'a soufflé. D'accord. De mésoéconomie à capoeira, j'ai plein de mots à apprendre. Waouh. Alors, nous parlons de cet art-là. Moi, je l'ai toujours pris pour de la danse, mais j'ai découvert récemment que c'était un peu plus. Et c'est pour ça que nous sommes ici avec notre invité, M. Mamoudou Fassassi. Oui, c'est bien. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous d'abord pour avoir pensé à nous. Parce qu'on dormait tranquillement dans notre coin. Donc, j'ai reçu votre appel hier et c'était vraiment avec
la joie au cœur, parce que je me suis dit qu'elle m'a abandonné pendant beaucoup d'années. C'est un plaisir pour nous. Alors, vous êtes maître capoeiriste? Je suis maître de capoeira. Donc, un capoeiriste. Un capoeiriste donc, et maître de capoeira. D'accord, très bien. Alors, vous allez déjà commencer par nous définir c'est quoi la capoeira. Est-ce que c'est de la danse? Est-ce que c'est de l'art martial? On veut comprendre un peu. Ok, merci beaucoup à vous pour l'occasion que vous me permettez. Et j'irai droit au but. La capoeira, en réalité, pour nous, c'est une philosophie de vie. Et cette philosophie de vie a beaucoup à dire parce que c'est notre histoire. C'est l'histoire de l'Afrique. Donc, et lorsque les Portugais sont venus ici déporter nos ancêtres, arrivés au Brésil, vous voyez, ils n'arrivaient pas à survivre plus que 2 ans par exemple, parce qu'à cause des travaux forcés, et on leur interdisait aussi strictement la pratique des arts martiaux pour préparer leur révolte. Et là, nos ancêtres ont eu l'intelligence, comme on leur laissait l'occasion chaque soir de danser, de jouer nos tam-tams. Et là, ils ont inséré les cercles de défense dans la danse. Et c'est ce qui a donné le nom de la capoeira. En réalité, au début, c'était une lutte de capoeira gen. Capoeira gen. Donc, ça veut dire que c'est une pratique dans un enclos, comme la basco. Donc, personne ne s'était pas au regard des maîtres. Et après, même lorsque ça s'est développé, on peut le pratiquer même devant les maîtres sans qu'ils ne sachent que c'est un art martial. Ils pensent que c'est de la danse. C'est de la danse. Comme ils ne comprenaient rien de nos danses que nous avions déportées là-bas. Et voilà, la capoeira, aux yeux même de leurs maîtres, a pu évoluer avec le temps. Donc, tous les révoltes, parce qu'avant l'abolition de l'esclavage en 1888 au Brésil, parce que le Brésil est le dernier pays, donc il y avait des révoltes dans chaque plantation de canne à sucre ou bien de coton dans le Brésil. Et c'était avec la capoeira qu'ils ont pu combattre leurs oppresseurs. D'accord. Oui. Alors, justement, ça a beaucoup évolué. Vous avez parlé de tam-tam, là, qui est très dansant. Mais aujourd'hui, on voit plus de la musique moderne, je dirais, un peu sophistiquée. Qui accompagne. Qui accompagne. Ou est-ce qu'on a toujours les tam-tam et d'autres instruments? Il y a toujours les tam-tam qui accompagnent dans les rondes traditionnelles, parce que la capoeira a évolué avec le temps. Il y a des modes culturels, plus culturels. Il y a le mode de combat, parce qu'il y a un seul instrument qui guide vraiment les joueurs, les capoeiristes. Et l'instrument primordial s'appelle le berimbau que je vais vous présenter. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu sur le plateau avec? Depuis, je suis en train d'observer l'instrument. Oui, mais en attendant, Jennifer Sativi, je pense que pour les amis téléspectateurs qui, jusque-là, et tout comme moi, n'ont même pas encore une idée de ce que c'est, est-ce qu'on peut en avoir? Bien sûr, il y a la vidéo qu'on va suivre très rapidement avec la complicité de la réalisation.
On danse tout en se frappant, c'est ça? Voilà, c'est donc la capoeira de la danse, tout en se frappant. Je reprends les mots de Rebecca, de la danse et de la lutte, c'est bien ça. En tout cas, comment vous vous appréciez? Est-ce que ça vous intéresse de pratiquer la capoeira? Entre capoeira et il y a une autre forme. Samba et l'autre aussi. Kizomba, je préfère Kizomba. D'accord. Capoeira, je crois qu'il faut avoir de la force. Donc, c'est vrai, on a remarqué l'instrument. De l'agilité, oui, surtout. Il faut se connaître, en fait. Donc, nous avons justement aperçu un peu cet instrument que vous vouliez nous présenter. Vous avez dit que c'était le berimbau. Le berimbau. C'est ça qui détermine le jeu. Lever un peu, on va voir. C'est l'instrument qui détermine le jeu que le capoeiriste doit jouer. Okay. S'il doit jouer un jeu traditionnel ou bien s'il doit jouer un jeu de combat. Ah, d'accord. Oui. Donc, tout se définit là. Avec donc, le c'est le maître qui garde l'instrument et qui joue ce rythme-là aux pratiquants. Ce qui veut dire qu'au cours d'un dîner, par exemple, il peut juste amuser et tout le monde voit que oui, on est en train de s'amuser. À un moment donné, il change la cadence et les autres comprennent en même temps qu'il faut attaquer. Et les gens deviennent vraiment avec les yeux. Non, mais c'est intelligent. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit... D'accord. Là, il faut chanter pour l'accompagner. C'est le caillou, on l'appelle ça dobro, l'instrument qui varie le rythme. On va chanter quoi? Ouais. Ça, c'est la danse ou le combat? Là, c'est le rythme traditionnel. Normal. Est-ce qu'on descend? Ouais. Avec cet instrument est accompagné le tam-tam que nous avions déporté aussi là-bas et d'autres quand même instruments, la gogo par exemple l'accompagne aussi et ça donne une cadence avec les battements de mains et on chante après avec le maître. Ok, d'accord. C'est toute une philosophie vraiment. Exactement, toute une philosophie comme de vous vie. le disiez. Et puis on sentait tout à l'heure qu'il y a un peu comme une alerte qui était donnée. Oui, c'est ça, on appelle l'attention parce que parfois avant de commencer les rondes, les élèves parlent partout et après quand l'instrument est toqué, on appelle l'attention de tout le monde, personne ne parle plus, on sait ce que le maître a dit. Et le maître commence d'abord par chanter une chanson qui appelle, ça peut être une chanson de lamentation. Au Brésil, ça se chantait avant, où on raconte l'histoire, la bravoure des esclaves, ce qu'ils ont vécu dans les plantations et leur croyance en Dieu ou bien au Richa ou bien au vaudou qu'ils ont déporté en réalité. Et c'est après que le maître chante une chanson pour accompagner tout le monde, accompagner le maître et la ronde commence. Donc comme vous l'avez dit, la capoeira, il y a un mode culturel qui accompagne la capoeira. Mais son mode sportif est vraiment développé, son mode artistique est vraiment développé. Vous voyez, donc c'est tout ça qui mène qui donne le sens à la capoeira. Parce que si nous enlevons la culture, la capoeira n'aurait pas existé. D'accord. Et la capoeira quand même, on en voit de plus en plus, je dirais, ça a évolué, ça a migré peut-être du Brésil un peu vers nos pays. Est-ce qu'il y a aussi cette philosophie qui est entretenue? Je sais que vous donnez des cours, il y a des gens qui s'y intéressent. Est-ce qu'ils ont toujours cet état d'esprit là où c'est juste pour se détendre? Non, ils ont tous cet état d'esprit et on apprend à chaque capoeiriste enfant, déjà à partir de 3 ans, les enfants apprennent la capoeira ici au Bénin. Et depuis l'enfance, ils apprennent ça et au cours des rondes, des grandes rencontres, le maître fait des ateliers où il y a même des invités qui viennent du Brésil, qui viennent au Bénin, qui donnent des ateliers aussi. Même dans le monde entier, c'est comme ça se fait. Parce que chaque année, il y a le passage de grade aussi. Parce que nous avons des grades, des couleurs de grades comme dans les autres disciplines. Comme dans les arts martiaux. Exactement. Donc au cours de ces événements-là, nous avons toujours un responsable, un invité d'honneur, qui est un grand maître qui vient du Brésil ou bien d'ailleurs, et qui parle, qui met les accents vraiment sur les trucs traditionnels, les choses traditionnelles de la capoeira, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
et pour garder vraiment cet art martial dans son domaine plus traditionnel qu'il le faut, même si c'est sportif. Ok, et quels sont les avantages de pratiquer la capoeira? Parce qu'il faut de l'agilité, il faut avoir le rythme, etc. Qu'est-ce que ça peut apporter à celui qui le pratique? La self-défense, par exemple. Vous pouvez vous protéger. Exactement, la capoeira, ça peut vous protéger, vous pouvez vous défendre avec la capoeira. Et vous pouvez aussi éveiller votre sixième sens à travers la capoeira. Par exemple, comme les autres disciplines sportives. La capoeira, c'est la capoeira qui nous donne de l'agilité. Ce n'est pas qu'il faut avoir de l'agilité ou bien de la souplesse avant de la pratiquer. Vous êtes sûr, tout le monde peut le faire? Tout le monde, à tout âge, tout le monde et à tout âge peut pratiquer la capoeira. La capoeira n'est pas si compliquée que ça, mais il faut commencer juste par les mouvements de base et après évoluer avec le temps. Quels sont les mouvements de base? Je suis curieuse de ça. Non, les mouvements de base, on peut commencer par d'abord les esquives. Parce qu'avant de savoir attaquer, il faut esquiver, d'accord. Comment esquiver les coups de pied? Il y a beaucoup, parce que la capoeira est une discipline qui a plus d'esquives que les autres disciplines sportives. D'accord. Et la capoeira aussi a d'autres avantages. On a beaucoup plus de techniques. Nous, on se le valorise, on dit qu'on a plus de coups de pied techniques que les autres disciplines sportives. Mais par contre, les autres disciplines sportives nous sous-estiment. Mais c'est ça. Mais alors, est-ce qu'il faut avoir des pas de danse ou des réactions en suivant l'instrument, ou est-ce qu'on fait une chorégraphie comme dans les autres danses? Non, c'est juste en suivant le rythme. Donc il y a les pas de danse qu'il faut faire, qu'on apprend. Il y a la base aussi. Commence par le pas de base de la capoeira, la jinga, qui s'appelle la jinga. D'accord, donc quand vous jouez, je sais que là, je dois faire la jinga. Oui, tout le monde commence par bouger avant que le mouvement ne vienne. D'accord. Même il y a les compétitions de capoeira, en Europe, même au Brésil. Au Brésil, actuellement, je vais vous dire, je suis tellement fier du Brésil aujourd'hui parce qu'ils ont pu développer une compétition mondiale de la capoeira qui valorise plus la capoeira dans le domaine du combat, du sport de combat. D'accord. Et ça, il y avait déjà une 5e édition qui a été réalisée à São Paulo, la grande ville. Sinon, c'était à Rio de Janeiro qu'ils avaient commencé la compétition. Ils ont fait ça à São Paulo l'autre fois. Et je pense qu'en août, ils vont réaliser ça à Brasilia. Et je souhaiterais que nos athlètes béninois. Et justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que c'est connu au plan national? Au plan national, je peux vous dire que la capoeira est connue. Elle n'est pas moins connue. Elle est connue, mais beaucoup d'autres Béninois ne savent pas toujours et que ça existe, mais avec le temps, ça va aller. Parce que pourquoi beaucoup d'autres ne le connaissent pas? Parce qu'on connaît plus les arts martiaux à travers leur fédération. Oui. Donc voilà un combat. En tant qu'association, on n'a pas grand pouvoir. Mais on travaille sur la capoeira au Bénin depuis 25 ans déjà. Wow, et depuis 25 ans, j'ai des élèves qui ont déjà plus de 25 ans de pratique dans la capoeira qui sont des champions. Parce qu'il y avait des compétitions qui ont participé, qui ont été des champions. Et nous travaillons avec le ministère depuis plusieurs années. Notre collaboration n'a pas été assez fluide. Quel ministère finalement? Ministère du sport. Parce que d'abord, c'est le ministère du sport. La culture doit accompagner. Ça, c'est une obligation. Mais le ministère du sport a un devoir aussi d'accompagner la capoeira parce que le mode de la capoeira, de sa naissance, c'était le combat. Donc le sport. C'était le sport. Parce que s'il n'y avait pas un individu qui ne pratique pas le sport, un être humain ne pratique pas le sport, ne peut pas avoir l'endurance. D'accord. Est-ce que vous travaillez déjà avec le ministère? Est-ce que vous avez pensé à devenir une fédération? Oui, déjà, parce que nous avons 5 ans, c'est quand même la vie. Exactement. Oui, parce que je ne peux pas manquer de dire qu'avec le ministère, comme je le disais tantôt, on avait eu des difficultés parce qu'il y avait la malcompréhension sur à quoi c'est la capoeira. Et il le classait directement dans la culture. Et alors que moi, j'avais participé 2 fois à un championnat mondial de capoeira. Donc c'est après qu'ils avaient compris, d'autres ont compris, et maintenant nous sommes en train de travailler vers cette direction. Sinon, les bases ont été d'abord mises en place. Nous avons des associations dans le nord, au Parakou, et dans le Mono, à Porto Novo. Nous avons partout au Bénin. Alors très rapidement, Ariane da Silva, l'afro-brésilienne des Portes. Merci de le
reconnaître. Merci de le reconnaître. La capoeira. Non, mais en toute honnêteté, je découvre. Je suis afro-brésilienne, mais je découvre. Je ne connaissais pas et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Et tout à l'heure, quand il jouait, ça m'a fait penser aux Chinois. Je ne sais pas, les films chinois traditionnels, karaté, arts martiaux. En fait, c'est des sons comme ça qu'on entend. Donc, je me dis... Ça fait penser au truc de Boris. Ah oui, aussi. C'est un mélange des deux, je trouve. Donc, franchement, chapeau et bonne continuation. D'accord. Merci à vous, chers amis, pour la présence. Alors, Monsieur Nazif Achirou, très rapidement, je pense que vous repartez déjà. Le séjour est vous êtes déjà à thème. Oui, le séjour va ça fait, mais bon, j'ai encore quelques jours et avec un peu de pincement auquel je vais devoir repartir. Mais bon, c'est toujours, ce n'est que partie remise, comme on l'a dit. Puisque le Bénin, qu'on soit ici ou ailleurs, on le porte en nous, dans le sang, dans le cœur, dans l'esprit. Donc, on le trimballe ailleurs. Merci, chers amis. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de midi. Toute l'équipe technique de réalisation et d'animation vous remercie pour votre fidélité, chers amis téléspectateurs. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bonne fête du travail encore à chacun et à tous. Bye bye.